Otep, Mbote, Mbolwani à toute l'Afrique et sa diaspora dans le monde entier. Et c'est Mukulu DJ, voilà, défenseur du panafricanisme. Et je milite aussi pour l'union de l'Afrique. Voilà, l'union de l'Afrique dans sa globalité, dans le sens que les frontières doivent sauter. Voilà. Et je suis justement revenu vers vous parce que j'ai remarqué que j'ai fait une vidéo récemment, j'ai fait un live sur Facebook et justement le live, il souffle, en fait, on n'écoute absolument rien de ce que je dis et voilà pourquoi je reviens en fait à la charge justement parce que le live était très important et il parlait de la définition du panafricanisme et son sens pour que les Africains, voilà, les Africains et la diaspora connaissent, voilà, ceux qui peuvent, je vois qu'il y a des gens qui font comme moi, qui partagent et je trouve que voilà, il faut partager ce qu'on sait et puis voilà, pour que les choses avancent et que voilà, que les gens ils doivent être au courant de ça parce que c'est vraiment important pour eux, c'est vraiment important pour nous, les Africains. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais faire une brève lecture et après, je reviens pour qu'on développe brèvement sur le panafricanisme. Voilà, je veux dire la définition ici du panafricanisme et les origines. Alors, le panafricanisme est une idéologie politique et un mouvement qui promeut et encourage la pratique de la solidarité entre les peuples africains où qu'ils soient dans le monde. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, culturelle et politique, émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine globale. Le cœur de son principe est la croyance que les peuples africains et la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique, voilà, est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d'une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples africains. Le mot panafricain est apparu à la fin du XIXe siècle lors de la préparation de la conférence panafricaine en 1900. Historiquement, l'idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique. L'expansion du panafricanisme se retrouve dans les écrits et discours de quelques figures fondatrices parmi lesquelles Edward Wilmot Blyden et Antenor Firmin. Voilà. Donc, ici, on a un peu la genèse du panafricanisme. Voilà. Donc, ce qu'on ne peut-être dit pas ici, c'est que le panafricanisme, voilà, naît du fait que les esclaves qui ont été déportés massivement depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis, en Amérique et dans les îles, se sont révoltés contre l'esclavage et ont fait en sorte que on abolisse l'esclavage. Donc l'abolition de l'esclavage est due, voilà, au fait que les esclaves en avaient marre de traîner dans les champs et tout ça, à travailler pour la merde, quoi. Et du coup, voilà, c'est de cette révolution, c'est de ces luttes pour sortir de l'esclavage qu'est né le panafricanisme hors de l'Afrique. Le panafricanisme est né hors de l'Afrique, avec des figures comme Edward Wilmot Blyden et Antenor Firmin. Voilà. Il y a des gens comme Marcus Robinson Delaunay. Voilà. Il faut qu'on connaisse, il faut que les Africains connaissent Haïti. Il faut que les Africains sachent que Haïti a battu la France
pendant l'époque napoléonienne. Voilà. Faut que les Africains connaissent ça, que Napoléon voulait en fait recommencer l'esclavage, des trucs comme ça. Et Haïti s'est insurgé encore, ils les ont battus. On les a battus, c'est-à-dire, voilà, on a battu la France à la guerre, hein, la guerre avec les armes, des trucs, on les a battus. Voilà, Haïti. Et voilà pourquoi Haïti même a été, après, a été isolé. Haïti a été isolé et Haïti a subi aussi le chantage comment on appelle ça, des dettes, on ne sait pas quelles dettes en fait. Voilà. Et voilà, avec des gens comme, plus tard, avec des gens comme, comment il s'appelle, Malcolm X, Malcolm Omowale, voilà, avec, avant Malcolm X, il y avait euh, euh, Marcus Garvey, avant, voilà, Marcus Garvey, après Marcus Garvey, il y a eu Malcolm X, après Malcolm X, il y a eu, en même temps, dans la même période et tout ça, il y a eu le professeur Cheikh Anta Diop, voilà, qui a vraiment apporté aussi, contribué massivement dans ses recherches à redonner à l'Afrique, redonner à l'Afrique une continuité historique et à pouvoir poser le socle de comment l'Afrique peut arriver à reprendre sa conscience historique, à reprendre comment on appelle ça, à reprendre le fil de où elle s'était arrêtée pour pouvoir continuer à s'émanciper. Voilà. Donc l'Afrique a une grande histoire. Voilà, vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup de débats. Voilà, on dit, ah, les Égyptiens, ils étaient noirs. Il y a l'autre qui dit, non, les Égyptiens étaient machés. Voilà, c'est grâce à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a eu un discours. Ils ont fait un colloque au Caire très longtemps et il a vraiment démontré avec le professeur Théophile Obenga que les Égyptiens étaient noirs. Et le professeur Théophile Obenga, il a démontré que la linguistique et tout avait, la linguistique des langues africaines avait un rapport direct avec l'Égypte. Voilà, que la langue qui était parlée en Égypte antique, à l'époque très longtemps, ça s'est fragmenté en langue africaine en fait. Toutes les langues africaines sont des fragments en fait de la langue qui était parlée en Égypte antique à cette époque-là. Et les travaux du professeur Théophile Benga, il démontre ça. Voilà, faut que l'on soit au courant de ça. Voilà, c'est très important actuellement parce que c'est un enjeu capital pour nous permettre d'acquérir justement les outils qui vont nous guider sur le terrain de la pratique et même de la création de, 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 comment on appelle ça, de nos thèses, de nos thèses révolutionnaires, quoi. La création de nos dogmes, voilà, de notre vision du monde aussi, tu vois. C'est très important le travail que Cheikh Anta Diop il a fait. Et j'encourage tous les Africains à lire Nation Agriculture, j'encourage toute la diaspora, que ce soit aux États-Unis, partout à lire Nation Agriculture. Et que la définition du panafricanisme en son sein porte les gemmes de la destruction du système capitaliste qu'on connaît et néolibéral actuel et comment on appelle c'est le système en fait de pensée actuel. Voilà, c'est-à-dire le système de pensée que l'Occident veut nous imposer. Voilà, le panafricanisme en son sein, intérieurement, a les outils qui permettent de démonter, comprendre le fonctionnement de ces institutions-là. Ces institutions-là, donc comprendre le fonctionnement de l'institution coloniale, du néocolonialisme, comprendre c'est quoi le capitalisme aussi. Le panafricanisme a une définition du capitalisme, le panafricanisme a une définition de l'économie, le panafricanisme a une définition de tout. On a une vision vraiment, vraiment poussée et basée sur des recherches scientifiques. Ce ne sont pas que des hypothèses. Ce sont vraiment le professeur Cheikh Anta Diop, c'est un physicien nucléaire et il lit les hiéroglyphes. C'était aussi, il avait beaucoup de casquettes, voilà, scientifiques, c'était un polyvalent.
Il y a beaucoup de docteurs africains, ils sont polyvalents, qui ont fait des travaux, mais justement qui n'ont pas été galvanisés par les politiques africaines. Parce qu'ils n'avaient pas le calendrier là. Ils avaient le calendrier que l'UNESCO, avec, comment on appelle ça, les gens là les ont donné pour nous bourrer la tête avec les histoires que nous, on courait dans la forêt et tout ça. Alors que les Africains ne couraient pas dans la forêt. Nous, on ne courait pas dans la forêt. On savait tout faire. On savait tout faire. On avait une identité, on avait une culture, on avait des langues, on écrivait, on avait des systèmes, on avait même l'argent. Il y avait tout. Il y avait, ça, rien ne manquait en fait. Les gars, ils sont arrivés avec leurs idéologies, ils nous ont esclavagisés et après, ils ont brouillé toutes les pistes, effacé l'histoire. Hmm. Et après, maintenant, on vient nous raconter que nous, on était genre les animaux, quoi. Voilà, donc c'est ça, le travail que je suis content de démontrer et tout. Et actuellement, je dis le conscientisme, justement, c'est ce qui m'amène, le conscientisme de Kwame Nkrumah, c'est ce qui m'amène à parler du panafricanisme. Et vraiment que actuellement, nous sommes dans ce combat-là, justement, que comme on peut regarder par exemple au Mali, ce qui se passe actuellement au Mali, c'est vraiment grave. Ce sont les propres présidents des pays africains qui veulent affamer les Maliens. Voilà, on veut affamer les Maliens parce qu'on a on a une pression du néolibéral Macron qui dicte ses lois genre comment on appelle ça, par des inductions et tout ça, par des ingérences. Voilà. Donc, dans la politique africaine et tout ça, comme ils savent si bien le faire avec l'héritage qu'ils ont reçu de Gaulle, et voilà, qui continue jusqu'à aujourd'hui. On a fini de massacrer les Noirs pendant la guerre mondiale. Voilà. Et c'est ni vu ni connu. On continue. Si on regarde tous les génocides en Afrique, les Français ils sont toujours là dedans. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font dedans. Les présidents français, bon, pas le peuple français, hein, parce que le peuple français, il y en a qui ne connaissent pas. Il y a des Français qui ne connaissent pas. Mais les dirigeants des pays français utilisent comment on appelle ça, le nom de tous les Français, tu vois, quand ils vont faire les exactions. Quand ils vont détruire, par exemple, les pays en Afrique, c'est au nom de tous les Français. Donc, c'est le président de la France, voilà. On va faire comment? Mais nous, on est sages parce qu'on sait que ce n'est pas les masses populaires françaises, ce n'est pas les masses populaires africaines le problème. C'est les élites, c'est les classes des oligarques là, c'est les multimilliardaires là, les philanthropes et tout ça qui gèrent leur truc. Et les gens comme Macron sont là pour justement faire que tout ça se passe comme eux ils veulent, quoi. Voilà. Donc il faut expliquer les choses bien. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Et puis je veux jamais aller manifester. Moi, ce que je fais, c'est dans la tête. Il faut savoir que faut même pas aller manifester parce que quand tu vas manifester, ils vont te bloquer là-bas, ils peuvent te crever un œil, ils vont te couper un bras. Moi, au Gabon, j'ai vécu de ces choses, donc du coup, c'est compliqué. Donc, moi, je vous dis sincèrement que la libération de l'Afrique, c'est dans la tête parce que on a un problème d'aliénation. L'aliénation est tellement que actuellement, c'est l'Africain lui-même qui s'autodétruit, Regardez les présidents africains. Regardez, il y a même des gens en Afrique qui ne sont pas d'accord, hein. Même on va dire que non, c'est pas tous les Africains et tout, mais si tu vas faire des micro-trottoirs et tout, tu vas demander aux gens. Moi, je connais des gens ici, en France, ici, que je marche dans la rue, c'est même des Maliens, peut-être, ils m'ont dit non, ils n'aiment pas Assimi Goïta. Alors que eux-mêmes, ils ont quitté l'Afrique avant qu'Assimi Goïta ne vienne au pouvoir, mais ils te disent qu'ils n'aiment pas Assimi Goïta. Donc ça dit qu'ils ne connaissent pas les enjeux. Parce qu'on ne connaît pas les définitions des mots. On ne connaît pas c'est quoi les mots. Normalement, tous les Africains doivent être panafricanistes. C'est ça. Tu ne peux pas hein, être panafricaniste et en même temps être socialiste. C'est faux, ça ne marche pas, c'est une chimère. Tu ne peux pas être panafricaniste et en même temps être marxiste. Ça ne marche pas, c'est le caca. Tu ne peux pas être panafricaniste et en même temps être capitaliste. Tu veux dire, tu vas faire genre venir faire le business. Tu ne peux pas faire le business sur le dos des Africains tant que l'Afrique n'a pas encore retrouvé son niveau de... comment on appelle ça son, sa valeur sa valeur, ses propres valeurs monétaires qu'elle veut se mettre. Il faut que c'est l'Afrique, c'est les Africains même qui décident de la valeur de leur argent.
C'est pas les gens qui vont décider de la valeur de leur argent. Tant que tu vas faire le business avec l'argent que quelqu'un décide lui-même quand est-ce qu'il évalue ça ou bien il évalue ça, eh ben, ton business que tu vas faire, ça va être que c'est lui qui va gérer ton business en fait. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de diminuer la valeur de ton argent ou augmenter la valeur de ton argent. Tu vois? Et du coup, ça, ce sont des ingérences que nous ne veut plus, que le panafricanisme met à jour. Voilà, les accords coloniaux et tout ça, les accords après la colonisation. Voilà, il y a encore des accords. Par exemple, qu'est-ce que le sixième BIMA fait au Gabon? Par exemple, au Gabon, il y a l'armée française. Mais tu écoutes, il y a des Gabonais militants. Est-ce que vous écoutez les Gabonais militants parler de l'armée française au Gabon? Personne ne dit ça. Hein. Tout le monde est là bouche bée. Mais voilà l'armée française au Gabon. Ils font quoi là-bas? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Les Gabonais meurent tous les jours. Hein? Ils meurent tous les jours. À chaque élection, c'est un moyen. Une élection présidentielle en Afrique, c'est un moyen d'assassiner les Africains. Vous ne savez pas. Donc, en fait, vous partez, vous croyez on croit qu'on va changer le monde là en continuant à suivre en fait le système démocratique tel il est pensé. Non, tu vois. On n'est pas contre la démocratie, mais il ne faut pas qu'on nous impose des trucs. Il ne faut pas qu'on nous impose des trucs. Ça, on n'est pas d'accord. Hein? Là, maintenant, le Mali est dans les problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord. Le président Assimi Goïta, c'est le président de toute l'Afrique. Il est le président du Gabon. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Congo, Brazzaville, du Congo, Kinshasa, du Congo, de tous les pays d'Afrique. Mais oui, pour moi, Assimi Goïta, c'est le président de la transition, parce que toute l'Afrique est en transition. On va me dire quoi? Toute l'Afrique est en transition. C'est ça la réalité. L'Afrique est en transition pour s'unir. Parce que le fait de fermer les frontières, on dit dans la charte de l'impérialisme, il faut que vous lisez la charte de l'impérialisme. Parce que dans la charte de l'impérialisme, c'est écrit que les frontières de la colonisation, issues de la colonisation, sont intangibles et intangibles. C'est-à-dire qu'elles sont intangibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas traverser ça si tu ne passes pas par les conventions diplomatiques. Donc si tu ne prends pas un visa, machin et tout. Attends. Des familles qui vivaient avant tranquillement n'avaient pas de problème, on est venu les imposer des choses comme ça. On va nous imposer des sanctions. Pourquoi on va nous imposer des sanctions? C'est notre terre. Nous, on ne veut pas balkaniser l'Afrique encore, c'est fini. Donc, voilà pourquoi les Africains doivent connaître, arrêter, vraiment on danse bien, on est très bon pour faire le commérage, on est très bon pour faire la jalousie, on est très bon pour se lancer les fusils nocturnes. Mais quand il s'agit vraiment de prendre conscience pour l'avenir de l'Afrique, de nos enfants, vous êtes là, comme ça, hein, en train de faire les singes sur Internet. Mais quand les Européens se moquent de vous, c'est normal, il ne faut pas vous plaindre. Faut pas vous plaindre. Parce que c'est la singerie, ça. C'est pas bon. Voilà pourquoi j'invite les Africains à lire beaucoup. Il faut lire le conscientisme de Kwame Nkrumah. C'est ça qui va nous permettre, malgré nos divergences, malgré nos complexes, de nous unir, de nous souder. De nous souder. C'est ça. Voilà. J'invite tous les Africains à ça. Voilà. C'est ça parce que quand l'Afrique sera unie, hein, quand l'Afrique sera un, one nation, one nation. Et si on veut même, c'est pas parce qu'on n'est pas contre le Maghreb, même le Maghreb aussi peut intégrer l'Afrique unie. Le Maghreb aussi peut intégrer l'Afrique unie. Mais il faut qu'ils apprennent le conscientisme, il faut qu'ils apprennent le panafricanisme, il faut qu'ils connaissent. Voilà, comme Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, c'était un panafricanisme, il a lu, il a beaucoup, ce sont des grands intellos, c'est des grands, c'est des dieux, ces gens-là. Donc il faut que les Africains deviennent des dieux. Vous savez savoir d'abord que vous êtes des dieux. Sachez ça, déjà, à partir d'aujourd'hui. Je dévoile, je déclare que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux créateurs. Vous êtes des dieux. Donc, vous devez savoir qu'un Dieu doit d'abord déjà savoir s'aimer lui-même. Un Dieu ne peut pas envier les choses des autres. Un Dieu ne veut pas envier. Tu ne peux pas voir un Dieu qui va venir se comparer à un être humain. Non.
Un dieu, voilà, vous êtes des dieux. Les Africains, c'est des dieux. Hmm? Donc c'est ça. Donc il faut reprendre conscience. C'est ça que j'interpelle. Je vous interpelle encore, mes frères, mes soeurs, prenez conscience. J'invite vraiment les pays, tous les gens, la masse, les masses populaires des pays frontaliers au Mali, vraiment de s'insurger, de se révolter, d'aller aux frontières, de traverser les frontières même. On va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Traverser les frontières là, montrer qu'on n'a pas besoin de vos frontières, de vos trucs que vous faites là et tout. Traverser ça. Parce que la frontière, c'est ça justement qui est à l'origine du problème de malnutrition en Afrique. La malnutrition en Afrique, c'est ça. On est mal nourri en Afrique. Pourquoi? Parce que tu vas voir, il y a un pays qui est dans le désert. Hein? Comme par exemple, on va te dire quel pays? Le Niger. Attends, c'est normal? Hein? Hein? Parce que voilà, ils sont là-bas dans le désert. Dans le désert, ils n'arrivent même pas à se nourrir. Bon, d'accord. On a comment on appelle ça? Ils ont l'uranium. Ben, est-ce que l'uranium, tu mets dans la bouche? L'uranium, tu mets pas dans la bouche. Et l'uranium, là, c'est les stratagèmes. Les stratagèmes, il faut de l'argent pour transformer les produits, là. Hmm? Et c'est des produits nocifs pour la planète. Parce que vraiment, là, on est dans une bulle où ceux eux-mêmes qui ont créé ce système-là qui va à son autodestruction, ils sont en train de chercher des problèmes maintenant pour résoudre des problèmes. Maintenant, on va compter sur le fait que on va vendre des matières premières pour acheter les boîtes de sardines, hein, les boîtes de sardines qui vont donner des cancers. Non. Les peuples ont le droit de se déplacer sur le continent africain. Vous êtes africain, sachez-le. Vous avez le droit de vous déplacer partout sur l'Afrique sans qu'on vous pose la question que tu viens d'où, tu es qui. Parce que quand on est dans un endroit aride, on doit se déplacer. Tu ne peux pas vivre dans un endroit aride. On ne peut pas rester cantonné là dans les barrières coloniales là. On est là comme ça, là, comme des moutons et tout, avec un berger qui est là, qui ne sait même pas son rôle. Tu vois. Hein? Donc, prenez conscience, les frères et les sœurs africaines et dans la diaspora. J'espère que ce message, il va aller partout. Partagez. Bande Konangai, beau partager, beau partager. Partagez le message. Hein? Je fais à un certain moment, je fais aussi du rap. Je fais aussi de la musique. Mais je me suis dit non, en fait, en réalité, même le rap là, quand je regarde même ça et tout, en fait, c'est un truc qui a été réutilisé pour nous ghettoiser, en fait, le rap. Le rap, c'est un truc qui est là pour ghettoiser les Africains, les Noirs, partout dans le monde. Regardez aux États-Unis. Hmm? On va faire la promotion de la violence dans le rap, où on va dire, voilà, ça vend du shit, ça fait des trucs, ça fait comme ça fait comme ça insulte les femmes, c'est vraiment comment on appelle ça, des mauvaises valeurs qui sont véhiculées tout le temps dans le rap. Alors que le rap, à la base, le rap, c'était un mouvement de révolution. Parce que les Africains qui étaient en Amérique étaient asphyxiés par le fait qu'ils n'arrivaient pas à bénéficier des droits que les Européens qui sont allés aux États-Unis pour les esclavagiser là-bas. Voilà. Ils n'arrivaient pas à bénéficier. Donc, du coup, on les mettait dans des endroits et tout machin. Du coup, ils se développaient, ils ont développé de l'art, ils ont développé du jazz, du blues, ils ont développé tout ça. Mais tout ça, toutes ces choses qu'ils ont développées là, ont été repris encore par le système, le système comment on appelle ça, de la suprématie blanche là, pour anéantir les Noirs. C'est-à-dire qu'on a pris le rap, on a dit non, il faut pas dire, il faut dire, faire le business, faire comme ça, tape les fesses, faire comme ça, les femmes doivent être nues, ils ont les clips vidéo. Vous voyez pas les clips vidéo américains. Comment on fait? On désinhibe les femmes, c'est presque des viols même, c'est presque du viol. C'est presque du viol, les clips vidéo là. Et puis c'est ça qui est vulgarisé dans le monde entier. Et voilà, on dit, voilà, c'est les Noirs, voilà leur travail. Mais vous ne comprenez pas, vous croyez que oh, je vais devenir star, Lil Wayne, Michael Jackson, oh machin, nanana. Mais c'est quoi ça? Non, ça c'est pas notre univers. On fait la musique parce que la musique c'est quelque chose
qui permet c'est un rituel. La musique, c'est un truc, c'est un truc sacré, d'abord de base. Quand tu fais la musique, c'est à dire que tu es en train de communiquer, tu crées déjà un mouvement de communication avec toi-même et avec l'instrument. Tu sens qu'en fait, l'instrument aussi vit. Les choses qui sont autour de nous vivent. C'est pas seulement que nous qui vivons. C'est pas seulement comme on va dire dans la pensée occidentale que oh non, je pense donc je suis. Donc quelque chose qui ne pense pas n'existe pas, quoi. Donc la pensée définit l'existence. Ça, c'est quoi ça? La pensée ne définit pas l'existence. La pensée, c'est ce qui est après l'existence. C'est-à-dire que c'est la fin de comment on appelle ça? Euh, L'organisation de la matière. Donc, quand la matière s'est organisée au maximum, que ça s'est bien organisé, c'est là où la pensée est capable maintenant de se déployer. Donc, la pensée est même à la fin. La pensée n'est pas le début de toute chose. Non. La pensée, c'est quoi? La pensée, c'est rien. Hein? Quand tu es bébé, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu penses. Quand les neurones se forment là, tu penses. Et pourtant, tu existes déjà, non? Voire même aujourd'hui, on dit que c'est un crime si de tuer de tuer un enfant qui est encore bébé, par exemple. C'est un crime parce que c'est un être humain, même s'il ne pense pas encore. C'est un être humain. Donc la pensée ne définit pas l'existence. Hmm? La matière peut exister sans la pensée. Voilà, la pensée n'est qu'un produit de la matière euh, 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 complexe, la matière organisée. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Voilà, le panafricanisme, c'est l'idéologie par laquelle les Noirs doivent prendre conscience de la réalité des choses, des enjeux politiques, enjeux économiques, enjeux culturels, voilà, enjeux historiques. Voilà, voilà. Quand tu sais qui tu es, plus tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu te comportes comme les présidents africains là, qui ont sanctionné le Mali. Tu vois. Ils ont sanctionné le Mali. Tu as vu ça? C'est des criminels. C'est des criminels. C'est des sorciers. C'est des vampireux. Voilà. Les mamans, quoi, au lieu d'aller brûler les mamans au village qui font leur petite pratique là, voilà les gens qu'il faut brûler. Vos présidents. Voilà. Tu vois? Bon, faut pas aller les brûler, hein, non. Mais il faut pas écouter ce qu'ils disent. Faut pas écouter ce qu'ils disent. Parce que quand tu es déjà conscient, tu peux plus écouter, tu vas pas écouter n'importe qui. Quand quelqu'un qui est conscient, non, quand un menteur vient devant lui, il va savoir que lui là c'est un menteur. Et il sait ce qu'il a à faire. Donc c'est même pas un truc de la violence en fait. C'est pas un truc de la violence. Soyez vraiment, vraiment, soyez, tenons bon, vraiment tenons bon et je soutiens mon président, Assimi Goïta. C'est mon président, c'est le président de mon pays, Afrique. C'est mon président, Assimi Goïta. Tu as tout mon soutien. Vraiment, grand frère, non, non, tu es l'incarnation directe de, comment on appelle ça? De là me vient même aux yeux, oh là là. Non, il faut arrêter. Moi, si Assimi Goïta, si lui qui touche Assimi Goïta, il va voir ça. Parce que là, moi-même, je descends sur le tête. Parce que là, c'est un mot, connaissez pas le sacrifice que nous, les Noirs, on n'est pas à faire. Parce que quand tu es conscient, oui, tu peux faire des sacrifices. Il y a pas, ça, c'est pas un petit sacrifice qu'Assimi Goïta il a fait là. Et c'est pas des vieux, des petits gangsters comme ça là qui sont là au pouvoir là, qui viennent avec leur CDAO là et tout leur organisme de merde là pour venir emmerder les gens quoi. On sait que cet organisme-là, le panafricanisme, nous apprend que la CEDEAO, l'Union africaine, tous les pays là et tout, en fait, tous ces trucs-là, en fait, ne sont pas là, sont sous la main, en fait, de nos colonisateurs. Hein. C'est encore sous leurs mains, quoi. Ouais, c'est encore sous leurs mains. Voilà. Nous, on a les accords, on doit changer tous les accords. On veut la rupture avec la France. On veut la rupture. On veut la scission. Scission.
Donc on veut vraiment, c'est fini. C'est fini quoi. C'est fini avec la France. C'est fini. On ne veut plus rien avec la France. Vous nous avez fait du mal. Hein? Vous nous avez fait tellement du mal. Vous nous avez fait tellement du mal. Hein? Et vous continuez encore avec votre hypocrisie là. Hein, Macron? Vraiment, pourquoi tu fais ça? Hein? Tu es intelligent et pourtant tu es intelligent. Quand je te vois, je vois que tu es intelligent. Mais comment tu te comportes comme un petit... Hein? Les gens voilà. Hein? Des gens comme ça, c'est quoi ça? Hein? Vous êtes intelligent, mais vous faites des choses que vous faites là. Et puis voilà. Et c'est ça, c'est l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants. Hein? Moi, quand je discute même avec les Français, j'ai même pitié. J'ai dit, mais mon Dieu. Hein? Les gens, même, ils sont là, ils sont même au courant de rien. Vous partez prendre des grandes décisions là-bas en Afrique. Mais les gens ici, les Français, eux-mêmes qui doivent normalement être au courant de ça, ils ne sont pas au courant que vous tuez le peuple en leur nom. Vous tuez les Africains en leur nom. Ils ne sont pas au courant de ça. Eh, Fumokimbago. Prenons conscience. Ce n'est pas une guerre. Il faut qu'on soit clair. Là, alors là, on n'a pas des armes. On ne va pas faire la guerre des armes. Ce n'est pas la guerre des armes, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre de prise de conscience, d'initiative historique. D'initiative. C'est-à-dire que reconnexion avec l'initiative historique. C'est-à-dire que l'initiative de marquer l'histoire, de s'affirmer. C'est ça. Tous les Africains, tous les Africains doivent connaître le conscientisme. Tous les Africains doivent savoir que leur langue, leur dialecte, la manière qu'ils mangent, les aliments doivent se redonner de la valeur. Redonner de la valeur d'abord à vous-même. Redonnez-nous de la valeur à nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. Tu vois ton frère malien qui veut quelque chose, qui te dit que j'ai pas l'argent et tout, aide-le. Même ici à Paris, tu vois un frère qui est là-bas, machin, il marche, il est comme ça, là, tu vas le voir, tu dis, mais man, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi aujourd'hui? Ça va? Ah, on ne se connaît pas, mais juste pour savoir. Man, on est des Africains, tu as vu, non? Faites ça. Reconnectons-nous, malgré nos divergences. Hein, malgré nos divergences. Moi, je veux penser par exemple que, oh non, oh, le christianisme est arrivé en Afrique avec les machins, avec le fouet et tout ça. Là, les Arabes, ils ont amené l'islam avec la traite de la première grande traite massive. Oui, ils ont fait ça. Mais non, mais là, maintenant, ce sont tes propres frères qui sont musulmans. Tu vois pas, on ne va pas les égorger. On ne va pas tuer les musulmans africains. On ne va pas tuer les musulmans chrétiens. Prenez conscience, vous musulmans chrétiens, vous musulmans africains. Prenez conscience que l'islam est arrivé en Afrique. Sachez-le. Que l'histoire est là. L'historiographie, les grands historiens ils sont là, ils ont démontré ça. C'est là. Tu ne peux pas douter de ça. Ça, c'est celui d'Africain qui doute encore de ça aujourd'hui, c'est qu'il est inconscient. Et justement, moi, j'appelle à l'éveil de conscience. Quand tu es conscient, tu sais ce que tu as à faire. Mais quand tu es inconscient, un inconscient, tu sais ce que ça veut dire. On sait tout ce que ça veut dire. Nous, les Africains, on connaît. Vous aimez dire les mots, mais vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, en fait. C'est ça le problème. Donc, l'inconscience, c'est le fait de ne pas se rendre compte que ce que j'ai fait là, c'est bon ou c'est pas bon. Ou bien par rapport au passé, ce qui s'est passé par exemple hier, tu as mangé l'escargot, tu as vu que l'escargot c'est pas bon, tu as pris conscience que l'escargot c'est pas bon. Aujourd'hui tu vas pas manger l'escargot. Si on te présente l'escargot, tu vas plus le manger, c'est ça la conscience. C'est historique, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire, c'est ça, la conscience est liée à l'histoire. La conscience d'un peuple, quand on dit la conscience d'un peuple, c'est l'histoire d'un peuple. C'est ça la conscience. Maintenant quand tu n'as pas d'histoire, c'est que tu n'as pas de conscience. Et quand tu n'as pas de conscience, on fait ce qu'on veut avec toi. On te dit même d'aller tuer ton propre frère. On te dit même de mettre en embargo ton propre frère. On te dit de donner le poison à ton frère. Tu vas donner le poison parce que tu n'as pas conscience. Tu n'es pas conscient.
Mais si les chrétiens deviennent conscients qu'ils sont chrétiens parce que le christianisme est arrivé avec la colonisation, c'est un bon. C'est déjà un début. Après, s'ils veulent sortir du christianisme ou pas, ça, c'est pas un problème. Mais déjà, la conscience fera qu'ils sauront déjà, ils sauront l'histoire. Et là, à partir de là, ils auront leur propre ils auront leur propre idée de la chose. On ne va pas les mettre la corde au cou pour dire que non, si tu ne quittes pas le truc, tu vas. Je pouvais me mettre méchant hein, parce que vraiment, au Gabon, on a brûlé les gens qui faisaient le bouiti dans les années 60, dans les années 50-60 au Gabon. Il y a des gens il y a des familles qui ont été brûlées, vives, par des Africains chrétiens qui pensaient que non et tout, c'est ça leur vérité là et tout ça machin. Et il n'y a personne qui a dit A ou B. Hein. Et on a presque oublié l'histoire comme ça. Aujourd'hui, les bouitistes peuvent constituer un dossier, s'il y a vraiment des bouitistes sérieux au Gabon, peuvent constituer un dossier pour dire que, mais attends, on va accuser même l'Église catholique, pour dire que, mais au nom de l'Église catholique, vous avez fait tuer les gens ici, là. Il faut répondre à ces actes. Voilà. Mais pas dans la violence, pas dans la violence, dans toujours l'esprit comment on appelle ça, de grandeur. Parce que je pense que on a besoin des Africains, que ce soit chrétiens ou musulmans, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que c'est nous l'Afrique. C'est nous l'Afrique. De toute façon, que vous ne voulez ou pas, les chrétiens africains, ils parlent leur langue maternelle. Les musulmans africains, ils parlent leur langue maternelle. Donc, que vous ne voulez ou pas, vous mangez même la nourriture de l'Afrique. Non? Vous aimez bien manger les trucs, les plats traditionnels, non? Voilà. Vous avez les plats traditionnels. Vous aimez bien ça? Alors, c'est ça la culture africaine. C'est ça la vie africaine. C'est ça, c'est un tout. Hein? Il ne faut pas seulement croire que c'est la spiritualité africaine, le bouiti, oh c'est mauvais. Mais si le bouiti est mauvais, mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas de parler la langue là? Si le bouiti est mauvais, ben t'arrêtes de parler la langue. Ben, si tu n'arrêtes pas de parler la langue, c'est ce que tu sais. C'est que tu sais. Voilà. Donc, on est vraiment dans la merde. Et là, c'est une manière pour moi de vous exhorter, mes frères et mes sœurs, que vous preniez conscience. Que vous preniez conscience. Et que tous ensemble, parce qu'il n'y a plus de leadership, il n'y a pas de leadership, ça n'existe pas le leadership. Le leadership, c'est une idéologie toujours basée sur l'individualisme. On va dire que non, un individu et tout est capable de porter les aspirations de tout un peuple. C'est faux, c'est impossible. La preuve en est que dans la démocratie, quand on fait les élections, il y a une majorité et une opposition. Voilà. Il y a deux majorités qui s'opposent. Moi, on dit qu'il y a une majorité et une opposition. Parce que ceux qui vont aller voter, par exemple, sur 100% de la population, il y a 30% qui vont voter à l'opposition, par exemple. Parce que ces 30%-là, ils ont leur vision du monde et ils veulent la mettre. Mais du coup, comme ils ne sont pas nombreux, ils vont perdre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont gagner là, ceux qui ont leur vision, qui ont gagné là, ils vont les imposer aux autres. C'est ça, en fait. Donc, c'est l'imposition, on impose des choses. Allez, fais comme ça, allez, on vous dirige, c'est ça. Gouverner, ça vient du gouvernail. Le gouvernail se trouve dans comme un navire, le bateau. C'est dedans que tu vas trouver le gouvernail. Et il n'y a qu'une seule personne qui tient le gouvernail. Donc, quand on dit gouverner, c'est ça, c'est l'appareil du gouvernement. C'est-à-dire que le président avec leur ministre, il n'y a que eux qui gèrent ça. Vous, ici, vous subissez, par exemple, comme le coronavirus, on subit le fait qu'il faut impérativement se vacciner parce que le gouvernement prend des décisions dans le sens que indirectement, tu vois, non, indirectement, on est obligé de se faire vacciner. Donc, d'où la liberté, en fait, perd tout son sens. Et la liberté, en réalité, c'est un faux concept aussi, tu vois, que le panafricanisme va détruire, a déjà détruit, parce que la liberté veut dire, en fait, faire tout ce que tu veux. Voilà, si tu es libre de tuer, non? Voilà, tu es libre de tuer. Donc voilà, si tu es libre de tuer, pourquoi alors on va t'empêcher d'être libre? Voilà, c'est ça la définition de la liberté.
Alors, donc, nous, on n'est pas dans la définition de la liberté. On est dans la convergence, on est dans l'union, on est dans la symbiose, on est dans la coercition, on est dans tu vois, non? On est dans le one, le Kintuadi. En Kikongo, on dit Kintuadi. Moi, je suis enfant Congo. On dit Kintuadi. Kintuadi Kiabangunza. C'est le Kintuadi. Si tu n'as pas le Kintuadi, tu seras dispersé, tu seras comme ça, seul, chacun. Oh non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est quoi ça? Chacun pour soi, Dieu. Comment ça? Comment chacun pour soi? Chacun pour tous. Tout le monde, c'est monde. Tout être humain, c'est monde. Tout le monde est. Donc, tout le monde, c'est monde. Donc, le tout fait que le un existe. Il ne peut pas exister le un sans le tout. Il ne peut pas exister la singularité sans le tout. Les deux sont toujours intrinsèquement liés et ont besoin le singulier a besoin du tout et le tout a besoin du singulier toujours. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a séparé ça, on a dit non. On va prendre au singulier, cas par cas. On va faire le cas par cas. Et le cas par cas, là, hein, c'est ça qui crée les problèmes. C'est ça qui crée les problèmes. Normalement, on doit tous être ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui va être plus riche que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va être... C'est ça qui crée la jalousie. C'est ça qui crée la guerre. Parce que l'autre va dire, ah, lui là, il a beaucoup. Il va faire, ah non, moi aussi, il faut que je passe aussi faire voler. Il faut que je passe aussi voler pour que je vais lui montrer que j'ai plus que lui. Ça va créer quoi? Ça va créer comment on appelle, la concurrence. Comme à l'école, par exemple. Dans l'école, voilà. On peut même aussi détruire l'école, là, t'as vu? Parce qu'en réalité, l'école, là, c'est pas l'école, la vraie école. C'est pas ça. On nous apprend à faire quoi à l'école? On nous apprend à être meilleur plus que tous les autres. C'est ça. Ça dit que c'est la concurrence. Si tu as zéro, oh, tu as zéro, oh, tout le monde va crier zéro, 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 oh, tout le monde va dire, ah, le zéro, il est celui-là, il doit aller vivre en forêt. On va même dire que tu es un pygmée, alors que les pygmées sont même les plus intelligents de la Terre. Tu vois, on va te dire que non, vraiment, comment tu n'allais pas faire le calcul là, vraiment, non, mais... Voilà. Alors qu'il faut qu'on t'explique, il faut qu'on te demande qu'est-ce que tu comprends pas, machin, voilà. Mais tu vas te retrancher. Tu vas devenir comme Éric Zemmour. On va se moquer de toi. Ah non, on se moquait de toi quand tu étais petit. Après, quand tu vas grandir, tu vas devenir fou. Tu vas devenir, on va faire comme ça, on va faire... Voilà, tu vois les crises, les nerfs. Parce qu'en fait, dans la petitesse, tu as été, tu vois, non? Et c'est ça. C'est ce que nous, on ne veut pas. L'école doit être un truc où tous les enfants on aborde une même base. Tu vois, non? Et celui qui ne comprend pas, on s'attarde sur lui pour qu'on l'explique, pour que les choses avancent ensemble. C'est comme ça. On ne peut pas passer, c'est toute l'équipe. Il faut que les enfants qui sont dans la classe sachent que leurs camarades aussi, c'est eux, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas encore compris, si eux, ils ont compris et leurs camarades n'ont pas encore compris, ils ne vont pas le laisser là. Ils vont être avec lui, il faut l'accompagner parce que on est dans le combat ensemble. On est dans le combat ensemble. On ne va pas se démarquer puis te jeter la bière pour dire que non, tu as mal fait, tu as mal fait. Et puis se moquer de toi. Parce que c'est ça qui frustre, qui dénigre. Tu vois. Et on apprend à dénigrer à l'école. On apprend à dénigrer, on apprend tu vois, non? Alors c'est ça. Donc, il faut vraiment comprendre les définitions. Il faut savoir que chaque cercle de pensée qu'on nous a imposé, le système de pensée qu'on nous a imposé, a ses définitions. Par exemple, un socialiste a sa définition de la liberté. Un capitaliste a sa définition de la liberté. Un libéraliste a sa définition de la liberté. Un économiste a sa définition de la liberté. Un philosophe a sa définition de la liberté. Donc, tu vois, ils sont dans un truc que ils sont en train de faire des trucs comme ça là. Alors que nous, il faut avoir une seule vision. Une seule vision. Il n'y a qu'une seule. S'il y a une liberté, il n'existe qu'une seule définition. Il faut qu'on trouve un consensus. Il faut que tous les corps de pensée trouvent un consensus pour pouvoir justement fixer les choses. Parce que quand ces choses ne sont pas fixées, eh bien, ça permet justement qu'on remarque justement l'écart qu'il y a entre la pensée
et ce qu'on se projette de faire, ou bien les problèmes, ou de la manière qu'on résout nos problèmes avec les grilles de lecture qu'on a dans nos têtes, les manières qu'on résout nos problèmes ne sont pas adaptées, justement parce qu'on utilise des mauvais outils, ou bien des outils obsolètes, comme des pensées, des pensées caduques, des pensées idiotes, comme celles de la majorité des philosophes occidentaux. Je suis désolé, vraiment, vous allez m'excuser, mais c'est vrai. C'est vraiment idiot, hein. C'est des trucs idiots qu'ils font, quoi. C'est vraiment des idioties, ça, sur des banalités, vraiment, avec les temps assombris, là, ils étaient vraiment très... Ils étaient là, mais ils étaient vraiment... Oh là là, c'est... Oh, mon Dieu. Non, 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 non. À l'époque comment on appelle ça? Des seigneurs féodaux, là. Ah! L'église catholique, c'est qu'ils ont fait l'inquisition, des trucs comme ça, mon Dieu. Et leurs philosophes, ils étaient obligés de penser selon l'église catholique. Dans leurs philosophes, ils ont pensé selon genre le paradis et l'enfer, tu vois, non? Ils ont été obligés de penser ça. Parce que si tu ne fais pas ça, on va te couper la tête, on va te faire des trucs. Voilà, c'est ça la vérité. Hein? Et ils étaient vraiment à l'âge des pierres, on dirait, à l'âge des pierres, des trucs comme ça là. Tu vois, non? Hein? On va couper les têtes de l'autre, ils ont fait donner l'acide à Pythagore, il a bu, ils ont fait des trucs, ils ont violé des enfants, des trucs comme ça. Ah là là, il y a beaucoup d'histoires. Vraiment, il faut que vous les Africains connaissent. C'est ça le problème. Tu vas dire, ah, Thalès, Thalès. Thalès n'a rien fait. Thalès n'a rien inventé. Thalès, c'est pas lui qui a fait le théorème qu'on dit le théorème de Thalès là. C'est pas son théorème. C'est un Égyptien. Thalès est parti en Égypte. Il est parti apprendre les mathématiques en Égypte. Thalès lui-même, il dit ça. Thalès lui-même, il dit, moi je suis parti apprendre là-bas. On m'a appris. Et puis je n'ai même pas bien compris ce qu'on me disait là-bas. Il dit ça. Thalès lui-même, il dit ça. C'est écrit. Les historiens qui connaissent lire le grec ancien, là, ils disent la même chose. Tout le monde dit ça, mais seulement, nous, on n'est pas au courant. Et puis dans les manuels scolaires, on nous dit que c'est Thalès qui a fait ça. Du coup, on vénère les Européens, en fait. On vénère les Européens. Parce que, voilà, l'imaginaire africain est détruit. Parce que, justement, quand tu es petit, si on te dit déjà que les plus grands savants, les plus grands découverts de ce monde, c'est seulement les Blancs, et bien ton imaginaire va se focaliser là-bas. Voilà pourquoi tu vois quand on donne un enfant une poupée noire, il va dire, oh, ça c'est le vaudou, c'est pas bon, faut chasser au nom de Jésus, des trucs comme ça là. Et quand tu donnes une poupée blanche, il va dire, petit papa Noël. Voilà, c'est la fête, dehors, tout le monde est content. C'est ça. Parce que on nous a donné l'impression que l'homme noir n'a apparu dans l'histoire au contact des Européens. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. Parce que ça va avoir un impact psychologique sur la perception des choses des Africains. Ça va nous créer un complexe d'infériorité qui fait qu'en fait, on va se sentir toujours obligé d'appeler les Européens quand on a des problèmes, des trucs comme ça. Parce que en réalité, tout le système on a en Afrique actuel, c'est eux qui nous ont donné, égal la police, les machins, les lois, les trucs. On ne fait que suivre, en fait, comme eux les ont programmés. Même les noms de nos pays, en fait, si tu regardes le Gabon, le Cameroun, ça n'a rien à voir. Les noms, en fait, n'ont rien à voir avec les langues des pays, quoi. Les langues des gens qui sont, c'est-à-dire, on va te dire Côte d'Ivoire, voilà. Ils vont donner des noms en fonction de leur quête. Tu vois, ils vont dire, là-bas, il y a beaucoup d'ivoire. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Ok, on va vous dire la Côte d'Ivoire parce que là-bas, si on veut l'ivoire, on sait où on va aller. On va dire là-bas, là-bas, c'est Manta au Capuchon, on va dire Gabon. Là-bas, il y a beaucoup de crevettes, c'est Cameroun. Voilà, là-bas, il y a des crevettes. Ils n'ont pas défini les noms là en fonction des populations qui vivaient. Et du coup, en fait, ils n'ont même pas le droit de définir des noms. Qui sont-ils pour définir des noms? Qui sont-ils? C'est ça. Donc, ce sont des criminels. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un comment il s'appelle chez lui. Tu ne peux pas. Parce que nous, ici en Europe, on vient changer les noms des villes ici, là. Il faut arrêter. Nous, on avait nos noms. Hein. L'Afrique s'appelait Congo Kachopa. Celui qui veut douter, c'est son problème. L'Afrique s'appelait Congo. Voilà. Africanus, c'était un Romain. C'était un Romain. C'est lui qui voulait explorer l'Afrique et tout ça. Ce sont des gens, voilà, ils sont toujours en train d'explorer. Explorer quoi? Explorez-vous vous-même.
Africanus. Maintenant, il est venu explorer l'Afrique. Il a dit, on a donné maintenant le nom de l'Afrique à ce mec-là. Voilà, le nom de notre terre porte le nom d'un Européen, d'un Romain, un ancien Romain. Les Africains doivent connaître. Quand on dit Africain, ça veut dire que tu te réfères à la Rome, en fait. Tu es un enfant c'est les Romains qui nous ont découverts. C'est ça que ça veut dire, Africain. Normalement, on est Congo. Normalement, voilà. Le panafricanisme, normalement, dans sa finalité, il se déploie tellement qu'en fait, à la fin du panafricanisme, ça ne s'appelle plus panafricanisme. C'est là la magie du truc, c'est là la beauté du truc, c'est que quand vous allez rentrer dans cet univers-là et tout, vous allez vous rendre compte que waouh, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à faire qui n'ont pas été faites. Il y a tellement de. Regarde, il y a la complexité genre culturelle qu'a l'Afrique et tout. Ah, c'est tellement beau en fait. On a tellement de choses à faire. Donc, pour revenir à l'essentiel, je veux justement m'atteler sur la conscience. La conscience. Est-ce qu'on n'a pas de conscience en Afrique? Les Africains ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. C'est vraiment dommage, mais on n'est pas conscient. Et tant qu'on ne prendra pas conscience, on sera toujours on sera toujours avec des œillères, on sera toujours aveugle, et on sera toujours obligé d'attendre que tous les Européens et les Africains seront des éternels consommateurs. Et en fait, le projet qu'il y a là, c'est l'extinction c'est-à-dire qu'il faut éradiquer tous les Africains. Normalement, le truc, c'est que la vaccination et tout, en Afrique, c'est les problèmes aussi, hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Euh, Ils sont en train de dire que non, les Africains ont fait beaucoup d'enfants. On fait beaucoup d'enfants, voilà, c'est pas normal. Il ne faut pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. Voilà. Tu as vu, ils décident à notre place. Il ne faut pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. C'est eux qui vont maintenant gérer les trucs et tout. Il faut vacciner les gens. Il faut faire comment on appelle, des campagnes de sensibilisation pour que les filles puissent prendre des pilules, des trucs comme ça. Ou bien on va les injecter des produits. Elles vont accepter par elles-mêmes le fait de se faire injecter des produits, par exemple des prostituées, machin, que les filles qui ont un peu la vie facile, elles vont accepter. Ah non, je vais faire le produit comme ça, là, je ne vais pas faire les enfants vite, machin, machin. On va te dire non, ça va, machin. Mais en fait, c'est un produit que quand tu vas mettre dans ton corps, ça peut même te tuer. Voilà. Même les coronavirus, attention au vaccin. Fais attention au vaccin. Déjà, le vaccin, ici, là, c'est catastrophique en Europe. On ne sait pas ce qui se passe. Normalement, le vaccin est censé, comment on appelle, arrêter la maladie. C'est censé, en fait, prévenir la maladie. J'ai même arrêté, prévenir la maladie. Donc, tu vois, normalement, quand tu as le vaccin, normalement, tu peux plus faire la maladie après. C'est ça la définition du vaccin. Mais ils ont sorti beaucoup de nouvelles formes de vaccins, de nouvelles technologies, là, les barrières messagers, les machins, machin. Toutes ces technologies-là, en fait, c'est des trucs qu'on n'a pas encore vraiment, on n'a pas encore fait des études vraiment sérieuses dessus pour voir les effets que ça a sur les êtres humains. Donc moi, je ne veux pas me prononcer dans le sens que les vaccins sont mauvais ou bien sont dangereux, mais moi je dis, c'est ça, on n'a pas encore fait vraiment des vraies études pour prouver que ces vaccins-là sont machin. Maintenant, vous imposez ça aux gens, comme ça là, hein. Et maintenant, après, si tu as des problèmes, quand tu t'es fait vacciner, tu n'as pas tu vas te plaindre chez qui? Parce que quand eux, ils ont fait le vaccin, là, ils ont bien écrit leur truc que personne ne doit nous poursuivre. Donc, personne ne doit les poursuivre. C'est-à-dire que eux, quand ils ont fait le vaccin, là, si toi, tu as un problème tout de suite, là, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Donc, voilà. Est-ce que c'est normal tout ça? C'est pas normal. Ça fait que les gens commencent à faire des complots, dire que, ouais, il y a du complot quelque part. Les gens se mettent. C'est à cause de tout ça. Et comme un vaccin, on va vous faire des 4 doses. On a déjà vu ça dans le monde, qu'on on vaccine en 3 mois, 6 mois, comme ça, là, 2, 3, 4 doses et tout, machin. Oh, on a vu ça. Ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que les Africains qui sont en médecine, les Africains qui font dans la recherche scientifique et tout ça, doivent connaître le panafricanisme, doivent connaître l'idéologie panafricaniste, doivent avoir la morale africaine et éthique pour pouvoir justement rentrer, pour pouvoir s'affirmer dans le fait que nous aussi on est capable
de proposer des solutions face aux problèmes de maladies et tout machin. On n'est pas des derniers, quoi. On n'est pas les derniers. Donc vraiment, toutes les petites sœurs et les petits frères et les grands frères et les grandes sœurs et les papas et les mamans qui sont dans les activités, dans la vie active et tout, qui sont médecins, qui sont chercheurs, qui sont euh, avocats, qui sont machin. Vous tous, vous devez connaître le panafricanisme. Faut arrêter, faut pas lire les livres, les contes des fées là, ou bien des trucs là, les faux livres là et tout. Faut pas lire ça. Faut pas lire ça, il faut pas lire les romans, les trucs comme ça. Les romans, c'est quoi? C'est rien un roman. Il faut lire les essais littéraires, les essais. C'est-à-dire que c'est un condensé de recherches scientifiques fait par des scientifiques qui ont découvert des choses, mais ils l'ont mis dans le livre. C'est ça un essai littéraire. Un livre, c'est un outil qui te permet de pouvoir, voilà, ce sont des outils, hein. C'est ça un essai littéraire. Ça, c'est un essai littéraire, c'est très puissant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très fort. Ça n'a rien d'un roman. C'est pas un roman comme une histoire, tu racontes, on va te dire une histoire de fiction, tu lis ici, là. Ah non, papa a fait comme ça, maman a fait comme ça, la petite soeur fait comme ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment un essai littéraire. Ça dit un essai littéraire. Ça veut dire que là, on est en train de poser, justement, on est en train de discuter des idéologies, on est en train de remettre en question la conscience historique européenne, on est en train de remettre en question la pensée, la pensée paradoxale occidentale. Voilà, on remet, voilà. C'est des livres comme ça que les Africains doivent lire. Parce que je pense que les Africains, si on les propose des bons contenus et tout, qui les intéressent, ils vont se mettre à lire. Mais comme on nous propose des livres comme les livres de Fernand Nathan, avec des livres comme des livres des colons là, qui sont venus nous coloniser, qui nous ont dit qu'on était la pierre polie, des trucs comme ça, qu'on courait dans la forêt. Ça, on ne va pas lire ça. Les Africains n'aiment pas ça. Comment tu vas lire un truc qui te dénigre? Oh non, j'étais en train de courir dans la forêt, et puis moi, l'homme blanc, je suis arrivé, j'étais découvert, et puis j'étais habillé. Après, je t'ai donné la. Aujourd'hui, tu parles ma langue, aujourd'hui, tu parles. Mais tu es obligé de vénérer l'homme blanc. Après, quand tu finis de lire ça, tu fais quoi? Tu deviens comme ça. Il est fort, il est fort, il est fort. Mais quand tu lis Kwame Nkrumah, tu commences à comprendre que, mais les gens là, vraiment, ils sont dangereux. Ils ont vraiment une idée vraiment de nous effacer. Ils veulent nous effacer. Ils sont dangereux parce que quand tu regardes en fait la fin du tout, c'est quoi? Ils veulent nous anéantir. C'est-à-dire que après les déportations des masses d'esclavage, tu ne peux pas mettre quelqu'un en esclavage. C'est très dangereux, c'est très grave ce qu'ils ont fait là. Les réparations, c'est très grave. Oh, les réparations, oh là là, ça va coûter très cher. Ça va coûter. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Ils ne sont pas prêts. Regarde, quand tu vois Macron, tu penses qu'il va payer les réparations? Il commence à dire que, oh non, non, oh, il ne va pas payer les réparations parce qu'il connaît ça coûte très cher. C'est toute la France qui va vider ses comptes. L'or africain qui est ici en France. Il faut qu'on récupère ça. Nos masques, nos trucs, nos machins, il faut qu'on récupère ça. Le travail forcé qu'on a fait, la capitalisation du travail forcé, il faut qu'on décompte. Hein. Les assurances, les premières assurances qui se sont formées sur le fait qu'on a capitalisé, après on a reprêté aux gens l'argent pour aller continuer l'esclavage. Alors, il faut qu'on dise, il faut qu'on nous donne l'argent. Il faut qu'on donne un milliard de dollars à chaque Africain de la diaspora. Hein. Sinon, voilà les revendications du panafricanisme. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une idéologie pour fédérer les Africains. C'est aussi une idéologie pour prendre tout ce qu'on doit récupérer, ce qui nous appartient. Parce qu'une fois qu'on est fort, qu'on est conscient, on peut discuter de ce qui nous appartient, et puis on a les mots qui vont avec, quoi. Voilà. On ne peut pas, moi, je ne peux pas entrer dans un musée, ici en France, et payer, alors que des choses là ont été payées en Afrique. Moi, je vais rentrer dans un musée comme on peut faire. Je ne peux même pas. Non. Pas si c'est gratuit. Si c'est gratuit, je rentre. Je vais aller regarder. Mais si c'est pas gratuit, je ne vais pas aller payer ça. Donc, il y a les Africains qui vont payer, qui payent pour rentrer. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on va te faire asseoir devant l'objet qu'on t'a volé. Et on te fait payer pour regarder ça. C'est les criminels qui font ça, c'est les bandits. C'est comme si moi je te vole ton téléphone et puis je viens te revendre ça encore le même jour encore, le soir. Je te vole ça le matin, je viens te revendre le soir. Je viens à Bangando, le Bangando. Là, c'est les Bangando. C'est les Bangando qui font ça. Vous prenez nos masques, vous machin, après vous exposez ça, vous dites que non et tout machin. Tu as vu? Voilà. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire concernant l'Afrique elle-même, concernant nos valeurs, concernant notre vision du monde. Voilà. Donc nous devons se réapproprier notre paradigme parce qu'il existe, on ne va pas le réinventer, il existe déjà. On va juste, faut juste connaître, parler ces langues, connaître l'histoire selon nous-mêmes parce que c'est vraiment difficile que quelqu'un qui n'est pas de ton peuple t'explique ton histoire. C'est vraiment incompréhensible. Quelqu'un tu n'es pas de ma famille, tu vas venir me parler de ma famille comme. Hein? Non, toi aussi. C'est moi-même qui peux parler de ma famille. C'est moi-même, voilà. Donc les Africains comme Cheikh Anta Diop, ont réécrit l'histoire de l'Afrique de manière à ce que ça nous permette à nous de parler comme on parle aujourd'hui là. Hein? Et maintenant, de s'organiser et de vulgariser maintenant la connaissance de Cheikh Anta Diop, vulgariser ça. Il faut vulgariser la connaissance de Kwame Nkrumah. Il faut vulgariser la connaissance. Il faut que tous les Africains connaissent Malcolm X. C'est pas Martin Luther King. Martin Luther King, on n'a pas besoin de lui. Martin Luther King, on connaît qui il était. C'était quelqu'un. Martin Luther King. Qui est Martin Luther King? Lui, en fait, je pense même qu'un chrétien, je pense même. Le chrétien là, il pensait que les Noirs américains, les Noirs américains avaient leur place aux États-Unis. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est une utopie. Ça là, on rêve. Oh, j'ai fait un rêve. Il y aurait un président noir aux États-Unis. Mais ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer comment on appelle ça, la situation sociale des Noirs américains. Le fait que Barack Obama a été président aux États-Unis. Donc ton rêve, en fait, c'était un rêve, c'était un faux rêve, tu vois. Tu as eu un rêve bidon, en fait. Mais pour le fait qu'il y ait eu un Noir président aux États-Unis, ça n'a pas changé la situation des Noirs aux États-Unis. Au contraire, Barack Obama, il a participé à l'assassinat de Muammar Kadhafi. C'est le panafricanisme qui nous enseigne ça. Voilà. Barack Obama, il a participé à l'assassinat par Muammar Kadhafi. Donc, si toi, tu ne connais pas la géopolitique, là, toi, tu vas croire que, ouais, l'autre là, comment il s'appelle comment il s'appelle encore là? Luther King. Martin Luther King était quelqu'un de... C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de positif, mais il n'avait pas le combat, il ne connaissait pas le combat. Il ne savait pas ce qui... C'était un bon orateur, mais il ne connaissait pas le vrai combat. Il ne connaissait pas où se trouvait le combat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que les Noirs américains, malgré qu'ils sont là-bas depuis en Amérique, ils n'ont jamais été vraiment considérés comme des Américains. Hein. C'est ça la réalité. Il y a les quartiers, c'est divisé. Jusqu'aujourd'hui, il y a les écoles que les Noirs apprennent. Seulement les Noirs. Tu ne vas pas trouver un blanc là-bas. Il y a des endroits où c'est ghettoisé, vraiment de ouf. Il y a pas de... C'est séparé. Il y a des coins comme l'Arizona, les machins comme ça, là, c'est des trucs où quand les Noirs ils vont là-bas, c'est compliqué pour eux. Parce que là-bas, il y a des gars du Ku Klux Klan et tout qui sont toujours là-bas actifs et tout ça. Et l'histoire est là et ça continue. On a eu les grands chefs qui sont venus, comme les Black Panthers, qui ont essayé de mater un peu la rébellion et tout ça, machin, de mater la rébellion, de mater comment on appelle ça, les méchants, quoi, tu vois. Et malgré ça même et tout, dans l'état où il y avait beaucoup de Black Panthers, ils ont tout fait pour annuler le port d'armes. Et puis les Black Panthers se sont retrouvés illégaux. Ils sont retrouvés en fait en infraction. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il n'y avait plus le droit dans certains États d'avoir le port d'armes. Et la majorité de ces États, en fait, qui avaient été ciblés, il y avait beaucoup de Noirs dedans, dans ces États-là, et ils étaient la majorité Black Panther. Donc, du coup, les Noirs étaient déjà, on peut dire, sécurisés.
Ils se sécurisaient déjà eux-mêmes. Mais eux, ils sont venus faire quoi? Ils ont voulu annuler les lois et tout, beaucoup, certaines lois par rapport à l'armement et tout, le fait de se faire de se faire de s'armer et tout ça. C'est la constitution américaine. Je ne connais pas trop le sujet, mais c'est un peu ça. Donc, vraiment, je dis à tous mes frères et sœurs et parents et amis, vraiment, c'est pas un combat de la haine. C'est pas la haine. Il n'y a pas de haine dedans. Déjà, pour comprendre tout ça, pour que j'arrive à cerner tout ça, pour que j'arrive à bien, peut-être à ne pas pouvoir expliquer comme je me débrouille là, mais ce n'est pas la haine. Parce que pour comprendre ça, il ne faut pas avoir la haine. Si tu as la haine, tu ne vas pas tout, tu vas pas lire. Tu vas t'énerver, tu vas aller même faire des conneries, quoi. Il faut être calme. Il faut être calme, il faut être posé, il faut apprendre à gérer ça. Déjà, nous, des Africains arrivent à se maîtriser beaucoup. Et vous êtes capable de vous maîtriser. Donc, du coup, je pense qu'on a juste besoin de la maîtrise de soi. Et après, tu t'assois, tu prends un ouvrage, tu commences à lire. Tu prends du temps, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Si tu n'as pas, tu cherches les cercles panafricains. Tu cherches les cercles panafricains sur YouTube, les groupes panafricains et tout ça, machin. Tu demandes, tu te renseignes, tu te fais des amis sur Facebook. Machin. Ah, tu envoies les messages. Oh, s'il vous plaît, machin, j'ai envie de connaître vraiment comment on fait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me passer un livre. On va te donner parce qu'on se passe les livres. Nous, on se passe les livres. Ça, c'est j'ai acheté ça moi-même, mais on se passe si. Parce que moi, je ne suis pas à Paris. Hein. Mais sinon, à Paris, il y a beaucoup de cercles. Et il se passe des livres, il se passe des trucs, il se passe des informations. Et en ce moment, il n'y a pas forcément besoin de livres. Hein. Tu peux aller sur les chaînes panafricaines ou bien les chaînes kamites. Tu vas trouver des gens qui font des lives, qui parlent justement qui parlent de certains livres qui sont vraiment importants. Des 5 livres les plus importants, ou bien les 10 livres les plus importants qu'un panafricain doit connaître, machin, des trucs comme ça. Voilà, des thèmes et tout, où on te explique un peu le panafricanisme, encore plus dans les détails, plus. Voilà. Ce que moi, chose que je fais pas, mais moi, je suis aussi voilà, un activiste. Et je pense que ma part de choses, c'est ça. Parce que actuellement, ce qui se passe au Mali, on n'est pas d'accord de ce qui se passe au Mali. Et vraiment, j'appelle la jeunesse malienne à se mobiliser et vraiment à se mobiliser pour être derrière le président Assimi Goïta et d'être en phase avec lui. Parce que je pense qu'il a comment on appelle ça, la ligne, la conduite, il connaît ce qui se passe. Et tout ce qu'il fait va dans le sens du panafricanisme. Donc du coup, pour moi, Assimi Goïta, c'est le président de l'Afrique. Et vive Assimi Goïta, vive la transition. Et que si l'Afrique peut même être en transition pendant 30 ans, c'est bon. Assimi Goïta, il va gérer pendant 30, même pendant 100 ans, on s'en fout. Même si ça va devenir un royaume, c'est quoi? C'est chez nous. Pourquoi vous voulez nous en mettre, vous voulez vous ingérer? Hein? Vous êtes venus, vous avez les djihadistes que vous avez vous-même créés. Hein? Quand les djihadistes là n'existaient pas avant la mort de Kadhafi. Hein? Vous avez créé les djihadistes. Hein? Monsieur le président de la République. Vous avez créé les djihadistes. C'est vous-même qui créez les djihadistes. Hein? Monsieur le président de la République de la France. Voilà. Vous avez créé les djihadistes. Et vous êtes là et vous croyez qu'on ne vous voit pas? On vous voit. Vous avez créé les djihadistes, on sait que c'est vous. Les djihadistes eux-mêmes sont venus, ils ont dit encore que non, c'est vous qui nous faites des trucs, machin. Eux-mêmes, ils ont parlé ça. Il y a les vidéos. Il y a les vidéos qui vous compromettent. Hmm? Mais non, en fait, vous continuez avec votre truc là et tout, du politiquement correct là et tout, de vos médias. Qui font que balancer des fake news tout le temps. Hein. Tout le temps, c'est des fake news, des fake news, des fake news, des fake news. Hein. Les médias qu'on croyait que c'est les vrais médias là, alors que c'est les médias en fait, les journalistes, certains journalistes d'investigation là, c'est des bandits. Hein. Moi, je me suis un peu posé la question, mais comment ils ont fait pour connaître les fortunes des présidents africains là? Posez-vous les questions. Surtout quand ça a éclaté pour Ali Bongo. Vous avez vu quand ça a éclaté pour Ali Bongo, non? Comment ils ont fait? En fait, c'est les banquiers.
c'est les banquiers d'Ali Bongo. Ce sont eux qui donnent les informations. Leurs banquiers, ça dit que... Donc, Ali Bongo, il ne sait pas qu'il y a des gens qui donnent les informations aux journalistes d'investigation. Qui, entre le banquier et Ali Bongo, qui est au courant de la transaction? Personne. Qui fait même que Ali Bongo achète ça? Pourquoi pendant qu'il achète ça, pourquoi pendant qu'il achète les biens là, on ne vérifie pas d'où vient l'argent? Pourquoi on ne vérifie pas d'où vient l'argent? Vous ne vous rendez pas compte que c'est la magouille. Alors que toi, moi, quelqu'un comme moi, si je veux aller acheter une Ferrari tout de suite là, on va me demander, mais mon ami, tout ton argent là, ça vient d'où? N'est-ce pas? Bon, pourquoi eux, on ne les demande pas pourquoi leur argent, ça vient d'où? Pourquoi ils prennent l'argent? Et après, ils viennent montrer, ils envoient des journalistes d'investigation pour venir montrer que voilà, pour que les Noirs, pour que les Africains, les Gabonais se fâchent contre Ali Bongo. Pour qu'on dise que voilà, Ali Bongo, tu as vu, il prend l'argent du Gabon, mon Dieu. Oh. Comme ça, après, la police va te tirer dessus, tu vas mourir. Donc, c'est leur travail, les journalistes d'investigation, c'est ça leur travail. Venir prendre seulement des petites parties de quelque chose, juste quand ça les intéresse, quand Ali Bongo ne les intéresse plus, ou bien quand Ali Bongo veut commencer à faire comme ça, là, allez, on lui dit, reste tranquille, tu as vu, non? Tu vois comment ça se passe là, on est capable de te poursuivre en justice, même de geler les avoirs, parce que, machin, donc ça va, tu as compris, ok. Donc c'est comme ça qu'ils sont. C'est du chantage. C'est du chantage. On fait le chantage au président africain. C'est ça la réalité aussi que le panafricanisme nous explique. C'est du chantage qu'on fait au président africain. Et maintenant, eux, ils ne sont pas dignes. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la conscience même. Et le courage de dire non à ces gens-là. Ils n'ont pas le courage et la conscience. Parce que, de toute façon, on s'est assuré, avant de les mettre là, qu'ils n'allaient jamais se retourner contre eux. C'est ça. Là, on va te salir d'abord. On va te salir. On va te faire acheter des trucs, des machins, des glaces à la crème, machin, ils vont tout filmer, tout ça là. Après, on va te faire chanter. Tu as vu, non? Voilà. Donc, fais comme on veut. Sinon, on va mettre tout ça dehors. C'est ton peuple qui va te brûler. Donc, Ali Bongo, là, il est là. Il n'est pas à l'aise. Tous les présidents africains, là, ils sont pas à l'aise. Tant mieux pour eux. Mais ils sachent que les Africains eux-mêmes, c'est le peuple qui va libérer le peuple. C'est pas un homme, c'est pas l'individualisme. Oh, c'est toi qui représentes le peuple. Tu ne représentes pas le peuple. Le président du Sénégal ne représente pas les Sénégalais. C'est faux. Les Sénégalais sont contre lui. Les présidents de tous les pays africains, là, on est tous contre eux. Voilà. Donc on sait qui les a mis là et on sait pourquoi ils sont là. Les seuls, il y a Kasmi Goïta avec en Guinée là, l'autre militaire là. J'ai oublié même son nom, le grand là, il est trop fort aussi. Il est charismatique comme ça, là, costaud. Il a été damé un coup de pointe, tout tes dents vont sauter. C'est pas la rigolade. Oh, comment ça on est là pour rigoler avec les gens comme ça là? Pendant que ici, en Europe, c'est compliqué pour les Noirs. La Méditerranée, regarde, c'est un cimetière grand ouvert. La Méditerranée, comme voilà, c'est le grand cimetière, le grand fleuve. Ça dit que là où la mer, là où les poissons, là-bas, ils sont gros parce qu'ils se nourrissent de la chair des Noirs. Ils sont gros là-bas, les poissons. Quand on pêche les poissons là-bas, oh là là, c'est des gros poissons noirs. Après, on te vend ça, tu manges, alors qu'il a mangé ton frère. Voilà, c'est ça. On est dans le cannibalisme direct. Donc,